Voilà, et c'est à ce moment-là que Napoléon va convier la famille royale à Bayonne, que Napoléon va décider d'intervenir directement dans les affaires de la couronne Oui. d'Espagne. On va en reparler. Mais que se passe-t-il à ce moment-là à Madrid? Pourquoi ça déclenche une émeute à Madrid? Alors, l'émeute de Madrid est d'abord, il faut dire que c'est un grand événement mythique de l'histoire nationale espagnole. Il est fort probable que, à l'occasion du bicentenaire de cet événement, les Espagnols vont le célébrer avec une grande force, avec avec beaucoup de ferveur. D'abord parce que l'État espagnol en a besoin pour des raisons d'unité nationale. Vous savez que l'Espagne est un pays qui subit quand même beaucoup de forces centrifuges de la part de ces régions, donc le gouvernement espagnol va sans doute essayer d'en profiter pour l'union nationale. Et puis en même temps, c'est un symbole, une mythologie de l'histoire espagnole, au même titre que la prise de la Bastille, par exemple pour nous, ou la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Quand on examine les événements d'un peu plus près, on se rend compte que c'est un petit événement sporadique qui évidemment entraîne une réaction en chaîne qui ouvre sur le soulèvement général en Espagne. Voilà, parce que donc le 2 mai, une émeute populaire éclate à Madrid. À un moment donné, donc toute la famille royale, tous les princes se retrouvent à Bayonne et autorisent Napoléon à nommer Murat comme son lieutenant général en Espagne. Alors Murat, partant de cet accord des familles royales espagnoles, s'installe à Madrid avec à peu près entre 20 et 30 000 hommes et il s'installe à Madrid sans que Napoléon lui ait véritablement donné ses intentions. Ça, si on peut aborder à un moment donné le débat sur la responsabilité de Murat dans le 2 mai, c'est un débat extrêmement intéressant. Enfin, donc Murat s'y installe et à un moment donné, Napoléon lui demande d'envoyer vers Bayonne l'ensemble de la famille royale espagnole. Donc, on prévoit le 2 mai le transfert de 2 personnalités, Marie-Louise d'Étrurie, qui est donc une fille du roi d'Espagne et qui a été reine d'Étrurie, donc qui elle part sans aucun problème. Et puis il y a un petit enfant de 4-5 ans qui est l'enfant Francisco, qu'on doit donc là aussi mettre dans un carrosse et envoyer vers Bayonne, où l'ensemble de la famille espagnole est attendue par Napoléon. Alors, c'est là que les choses se gâtent. Si on peut tout à l'heure entrer dans les détails, on en donnera quelques-uns, mais toujours est-il qu'une foule se masse devant le palais, qui est défendue à ce moment-là par des soldats espagnols, que cette foule devient un peu menaçante, qu'elle passe les sentinelles. Alors les sentinelles, les ont-elles laissées passer, ont-elles forcé le passage? On ne le saura jamais. Elles entrent dans le palais, parviennent jusqu'à l'enfant et essayent de l'arracher en quelque sorte aux Espagnols qui sont en train de l'embarquer dans un carrosse. Alors à ce moment-là arrive sur la place un aide de camp de Murat, qui est le colonel Lagrange ou le général Lagrange, et ce général et ce colonel est pris à partie par la foule parce qu'on pense qu'il vient pour enlever l'enfant. Alors on le désarçonne, on lui donne quelques coups de bâton, quelques coups de poing, et quelques grenadiers de la garde impériale française qui se trouvent à proximité interviennent pour le dégager et font feu sur la foule. Donc c'est le premier sang est versé à ce moment-là et il va déchaîner évidemment une émeute. Alors une émeute qui va regrouper, d'après les rapports qui ont été fournis ensuite, entre 20 et 30 000 personnes. Donc ça n'est pas toute la population de Madrid qui se soulève, mais c'est probablement des groupes qui en entraînent d'autres qui ont été mis en scène par les partisans de Ferdinand VII, appelons-le comme ça. Et donc on se met à chasser le français partout à Madrid. Alors Murat apprend ça, il donne ordre à ses troupes de remonter les grands boulevards de Madrid avec rendez-vous pour tous à la Puerta del Sol. Et donc, voici les soldats français qui remontent, avec un escadron de Mamelouks en tête, suivi par quelques autres cavaliers, puis des cuirassiers, des dragons derrière. Et tout ce joli monde, voyant qu'il y a eu, des morts français, et les premiers morts français ont eu lieu, eh bien, se charge de la foule et se livre à une sorte de répression. Oui, la réaction est assez violente. La réaction est assez violente. C'est une opération, on dirait, de maintien de l'ordre extrêmement rude, et donc qui aboutit à un combat sur la Puerta del Sol qui a été immortalisé par Goya, où le Mamelouk emblématique de l'escadron des Mamelouks de la garde impériale qui s'appelle Mustapha, qui est un héros de la bataille d'Austerlitz, qui avait récupéré des drapeaux à ce moment-là, est tué d'un coup de feu. Et ça déchaîne la folie à la fois de ses quelques camarades Mamelouks, mais surtout des autres soldats français, notamment des dragons. On en voit aussi beaucoup sur le tableau de Goya. Et on se met à sabrer la foule et à poursuivre. Alors tout à l'heure, vous faisiez allusion au rôle de Murat et à la responsabilité de Murat lors de cette journée du 2 mai. Et en effet, disons, oui, on peut en dire peut-être un peu plus. Oui. Alors le 2 mai, c'est évidemment un événement tellement grave dans l'histoire napoléonienne, puisqu'il va aboutir par la suite au soulèvement de l'Espagne, que Napoléon s'en est beaucoup préoccupé à Sainte-Hélène. Et il a notamment fait publier par Lascaz, dans le mémorial de Sainte-Hélène, une lettre qu'il
prétend avoir envoyé à Murat pour le mettre en garde contre, je dirais, la vigueur du peuple espagnol. En réalité, les recherches qui ont été faites, et notamment au début du XXe siècle par un comte Murat, mais c'est pas du tout, il a fait des recherches d'historien et pas du tout pour défendre son ancêtre, montrent que cette lettre est un faux et qu'elle a été, c'est une lettre du 29 mars, soi-disant du 29 mars 1808, elle a été entièrement forgée pour dégager la responsabilité de Napoléon. Et c'est vrai, la responsabilité de Napoléon est entière dans les affaires du 2 mai pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas donné d'objectif stratégique à Murat. C'est-à-dire qu'il a laissé Murat totalement dans l'ignorance de son projet pour l'Espagne. Et ce qui fait que Murat a été très embêté parce qu'il y avait encore un gouvernement légal en Espagne, qui était une junte nommée par Ferdinand VII, et que Murat, lui, ayant eu des instructions d'occuper Madrid, mais sans s'occuper des affaires intérieures de l'Espagne, avait des relations extrêmement compliquées avec cette junte. Il n'avait pas d'instructions précises, justement, en cas d'émeute, en cas d'agression. Et il y a eu déjà, bien avant le 2 mai, des soldats français qui ont été assassinés à Barcelone, à Madrid et dans les environs. Donc Murat était laissé complètement dans l'ignorance et on a la correspondance de Murat à Napoléon qui lui demande à de multiples reprises de préciser ses instructions, de lui dire pourquoi il est en Espagne et Napoléon lui répond toujours un petit peu dans le style habituel, ne vous mêlez pas de ça, soyez juste mon instrument. D'ailleurs, ça sera un des problèmes de la guerre d'Espagne. C'est le motif, l'enjeu, on aura peut-être le temps d'y revenir. Oui, si vous voulez, dans toute cette affaire d'Espagne, Napoléon a été un peu péremptoire, il a été, il disait aux gens de terrain, vous n'y comprenez rien, alors qu'il se trouvait à 400-500 lieues des lieux des batailles. Et évidemment, ces ordres mettaient une semaine à atteindre leur objectif. On pouvait pas gérer une situation comme ça. Donc Murat, d'abord sur le plan du 2 mai lui-même, Murat a réagi magnifiquement, c'est-à-dire que comme un guerrier, le grand guerrier qu'il était, il a d'abord réprimé l'émeute. Puis il a calmé ses soldats parce que les soldats français furieux commençaient à entrer dans les couvents, à jeter les moines par les fenêtres et que sais-je encore. Murat a calmé tout le monde, il a fait arrêter les émeutiers et il les a fait comparaître devant des commissions militaires. Alors évidemment, les commissions militaires, 200 ans après, ça paraît être une procédure tout à fait terrible, mais c'était la procédure de l'époque en cas d'émeute. Et donc le lendemain, le 3 mai, et c'est le deuxième grand tableau de Goya, on a fusillé à peu près 400 personnes à Madrid. Donc, alors, les historiens espagnols souvent vous parlent de 1000 à 25 000 victimes pour le 2 et le 3 mai. En réalité, il y a un rapport de Belliard, qui était le chef d'état-major de Murat, qui montre qu'il y a eu 400 fusillés à peu près, et à peu près 600 ou 700 morts lors de la répression de la première journée. Donc ça fait à peu près 1000 morts espagnols, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui est énorme, et à peu près entre 400 et 600 Français qui ont été tués à ce moment-là. Donc ça n'est pas un événement militaire important, mais sur le plan politique, il a une importance considérable. Et aussi, autre détail, c'est là que les Français finalement découvrent la guérilla. Oui, ils découvrent la guérilla, ils découvrent une façon de se battre qu'ils connaissaient pas forcément avant. Oui, ils ont été accueillis à Vienne à bras ouverts, ils ont été accueillis à Berlin au moins par l'indifférence de la population, ils sont entrés dans beaucoup de capitales européennes où, après tout, les représentants de la première nation organisée, comme on disait, c'est-à-dire la France, avaient affaire à des sujets de souverains qui s'en moquaient un petit peu. Ils ont cru entrer à Madrid dans la même situation, ils ont été très très surpris et tout le monde a été très surpris de la façon dont le peuple espagnol s'est rapidement constitué encore, si vous voulez, pour se révolter et pour, au fond, assister celui dont il considérait qu'il était le souverain légitime, c'est-à-dire Ferdinand VII. Ouais. Alors donc les conséquences politiques de ce 2 mai sont très importantes, mais Napoléon, lui, a-t-il réalisé justement ces conséquences sur le coup? C'est une grande interrogation. Pas du tout, pas du tout. Napoléon, si vous voulez, dans toute cette affaire d'Espagne, il faut revenir un petit peu à une réalité de Napoléon qui échappe un petit peu parfois. C'est que Napoléon n'est pas un personnage unitaire, si l'on peut dire. C'est un homme qui, comme moi, comme vous, mais chez vous ça se voit beaucoup moins, subit le temps, les habitudes, le fait d'être devenu un souverain extrêmement puissant après la paix de Tilsit, lui a fait perdre dans une large mesure le sens de certaines réalités. Et sur l'affaire espagnole, il n'a pas compris. Et il n'a pas compris parce qu'il a été mal informé, on y reviendra sans doute lorsqu'on parlera de l'affaire de Bayonne, mais il a été fort mal informé sur l'Espagne, ses agents lui écrivant « mais venez, la population vous attend ». Et ces agents ne rencontraient que les partisans des Français à Madrid, et ils ne rencontraient pas en quelque sorte à la fois la population évidemment, mais surtout un clergé qui était assez obscurantiste et qui était tout à fait partisan de la monarchie légitime, c'est-à-dire celle des Bourbons d'Espagne. Oui, tout à fait.